Bonjour Myriam, ministre du Dialogue social et du 49.3. Je peux te tutoyer, c'est cavalier, mais je m'en fous. Parce qu'on vaut mieux que ça, je vais te raconter une histoire. Il y a encore 2 ans, je bossais pour une boîte qui fabriquait des livres photos. Tu sais, tu choisis tes meilleures photos de vacances, celles de ton chien, de l'enterrement de ta grand-mère. Tu fais un joli album avec tout ça, qui va prendre la poussière sur ton étagère préférée. Je te dirai pas le nom de la boîte, mais c'est une pointure dans son domaine. Si ça se trouve, t'as déjà commandé chez eux. Et moi, j'étais le gars qui imprimait les bouquins. De ma presse, je sortais des grosses bobines qui étaient ensuite découpées, assemblées et puis envoyées chez le client. La boîte tournait jour et nuit en 3 équipes. Une le matin de 7h à 14h, une l'après-midi de 14h à 21h et une de nuit de 21h à 7h. La nuit, c'était un peu particulier. On commençait le dimanche soir à 21h et la semaine était finie le jeudi matin. Jusqu'au jour où l'inspection du travail est venue mettre son nez un petit peu là-dedans et on a appris que l'entreprise n'avait pas le droit de faire travailler ses employés le dimanche. C'est ballot. Que s'est-il passé? La boîte a-t-elle pris une amende? Non. Les employés ont-ils été dédommagés? Non. Par contre, les horaires ont été modifiés. La semaine des travailleurs de nuit a commencé le lundi matin à minuit 1. Évidemment, pour éviter qu'un petit malin ne pointe plus tôt, les portes de la boîte restaient fermées jusqu'à minuit 1 précise. Et patron grand seigneur accorde aux employés jusqu'à minuit 3 pour pointer sans qu'ils soient considérés en retard. Histoire de situer, la boîte en question se situe dans une zone industrielle de la périphérie parisienne et le dimanche soir, il n'y a presque pas de transport. Du coup, les mecs et les meufs se pointent par le dernier bus qui arrive une bonne heure avant l'ouverture des portes. Et ainsi, en France, des employés poireautent une plombe devant leur boîte le dimanche soir en piétinant et en fumant des clopes dans le froid pour pouvoir taffer à l'usine. Enfin, c'était en 2014, mais c'était légal. Il en est déjà là le droit du travail en France. Mais attends, j'en ai d'autres. Un beau jour, j'arrive et je constate que les plannings ont été modifiés pour imposer à toute l'équipe de travailler une journée supplémentaire un samedi. On était prévenu au dernier moment, et d'ailleurs pas vraiment prévenu puisque le ponte qui avait eu l'idée d'aller punaiser ça sur le tableau d'affichage n'avait pas jugé opportun de notifier qui que ce soit de ce fait particulier. Ni les salariés, ni même les chefs d'équipe. Podzob, Walou, respect mutuel, mec. Pour le coup, tout le monde râle. Faut comprendre, nous autres prolos, on n'aime pas trop se faire barber un week-end sans qu'on prenne la peine de nous demander poliment. Comme ça grogne, le manager, on va l'appeler Jean-Jacques pour protéger les innocents, finit par descendre de son bureau et passe à l'étape pression. Ceux qui seront absents le samedi, c'est une lettre d'avertissement pour faute. Au bout de 3 lettres, c'est la porte. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il rigole pas, il va déjà en envoyer une dès cet après-midi à tous ceux qui ont été en retard les 3 derniers mois. Autant dire à tout le monde, hein. Parce que pour ceux qui pensent qu'on peut négocier dans une boîte, faut savoir que c'est comme ça que ça se passe en général. Après la menace, la phase didactique. Que voulez-vous, ma bonne dame? Il faut être corporate. La société fera face à un surcroît de travail ce week-end. Et tout le monde doit être mobilisé. Alors la famille, les enfants, les murges à la bière, le mariage de ta femme, tout ça, c'est bien peu de choses comparé aux chiffres. Arrivé le vendredi, une fois que tout le monde a bien annulé ses plans pour le week-end, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a pas plus de boulot supplémentaire que d'avancées sociales dans ta loi travail. Au point que là-haut, dans l'aquarium des cravateux, ça devait chauffer fort du ciboulot pour résoudre l'équation suivante. Grand A, on a forcé des salariés à venir bosser samedi, mais grand B, il n'y a pas de boulot. Donc, on va les payer en heures sup à rien foutre, et ça, c'est pas bon pour les chiffres. Ça a dû les faire gamberger toute la journée, parce que vers 16h, il y a quand même le Jean-Jacques qui redescend du bureau, les bras chargés de papier en tête préimprimés. Il s'agit d'attestations que nous n'avions qu'à remplir et signer pour signifier que, attention je cite, nous étions volontaires pour ne pas venir. Sérieusement, je la refais, volontaires pour ne pas venir. Et ainsi, en France, on a des connards qui te foutent la pression pour te rendre méga disponible sur ton temps libre, sont prêts à te foutre à la porte parce que t'as prévu de vivre un peu, et se dégagent du jour au lendemain quand le vent tourne avec une courbette administrative tellement débile qu'on croirait un sketch d'Eric et Ramsey. C'est con, mais c'est légal.
Il en est déjà là, le droit du travail en France. Sinon, la journée type, c'était 7 heures de boulot d'affilée, donc debout à manipuler des bobines de papier presque aussi hautes que nous, avec 2 fois 10 minutes de pause. Bon, on s'en fout, hein, je vais pas me plaindre, je bossais pas dans le BTP. Il y a quand même un truc particulier, c'est que les 2 mois avant de Noël, on travaillait en journée de 12 heures, avec les dimanches une semaine sur deux, jusqu'à 5 jours d'affilée. Donc pour ceux qui pensent que la semaine de 60 heures, c'est de la science-fiction, façon I want to believe, bah non, ils sont parmi nous. Tu fais tes 12 heures de taf, donc, avec ta pause déjeuner au lance-pierre de 40 minutes et 2 pauses de 10 minutes pour t'asseoir un peu. Et puis tu reprends le métro bus RER pour dormir chez toi et tu recommences. Plus épanouissant, ça s'appelle le goulag. Dans la boîte, la majorité des employés étaient au SMIC. Et cette période de rush de Noël, ça permettait clairement de mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour les fêtes dans des familles déjà pas bien habituées au goût du caviar. Majoritairement, ils étaient d'accord au départ pour de tels horaires. Les accords ont été signés après une négociation. Ça se voit pas quand je le dis, mais il y a des guillemets à négociation. Du coup, tu te dis, ça devait palper un peu en heures sup, non? Bah non. Une fois les accords signés, il y a eu les petits réglages. Les calculs des heures sup ont été lissés sur 2 semaines pour plus passer le seuil de majoration à 50%. On va ajouter qu'en calant au milieu la fameuse journée de solidarité, nostalgie du socialement douloureux souvenir colorectal qui suivit un été un peu trop torride du temps jadis, on nous a déjà bien sapé le compteur à heure de rab. Après ça, on s'est retrouvé avec la furieuse impression que Patron nous a bien montré sa reconnaissance des efforts consentis. Eh ouais, c'est mesquin, mais c'est légal. Il en est déjà là, le droit du travail. Allez, parce qu'on mérite mieux que ça, j'en ai une dernière. Après, je te fous la paix, tu pourras regarder Derrick. Puisqu'on en est à parler chiffres, un jour, j'avais fait mon petit calcul. Âme sensible, s'abstenir, je vais parler de mon salaire. Oh, ça se fait pas en France, pays gauchiste où on exècre la juste réussite des méritants. En tant qu'imprimeur, alors que la majorité des employés de l'atelier étaient au SMIC, je palpais plutôt un peu mieux, environ 1300 balles nettes. Ce qui fait dans les 22 000 euros bruts annuels. Je produisais par jour en moyenne 5 bobines de 250 bouquins de tes vacances, de ton chien et de ta femme. Du coup, 1250 bouquins par jour. Mais je crois qu'il n'y avait pas ton chien sur tous. Les livres les plus vendus coûtaient 29,90€ de mémoire, on va arrondir à 30, c'est plus simple et moi les chiffres ça me fait pas bander. On a donc 1250 x 30 égale 37 500. Ça c'est la valeur de ce que je produis en une journée. 37 500 divisé par 7 égale 5357,14 et des brouettes. On va arrondir à 5357, tu veux bien? Ça, c'est la valeur de ce que je produis en 1 heure de taf. Je vais diviser maintenant 22 000 par 5357, ça fait 4,1. Ça, c'est le nombre d'heures pour produire mon salaire annuel brut. Je produisais donc la valeur de mon salaire annuel brut en 4 heures et 6 minutes. Autrement dit, quand j'arrivais après les fêtes, le 2 janvier à 7h du mat avec la gueule de bois et plein de bonnes résolutions, eh ben à midi 20, j'avais produit mon salaire brut annuel. Les 1645 heures et 54 minutes qu'il me restait à bosser le reste de l'année, c'était du bénéfice pour la boîte. C'était pas pour moi. Autant te dire, Myriam, qu'une fois que t'as fait ce calcul, une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu peux pas faire machine arrière. Tu peux pas accepter le discours qui dit qu'un salarié coûte trop cher, qu'il est pas assez rentable. Tu peux plus croire quand on parle de la valeur du travail, qu'il faut travailler dur pour s'enrichir, qu'en réalité, dans une année, tu travailles que 4 heures pour toi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je valais mieux que ça. Et je me suis tiré. J'aurais plein d'autres trucs à raconter sur cette boîte. Mais si je t'ai raconté ces petites histoires, c'est parce que dans ton projet de loi, j'ai trouvé des petits trucs de ci de là qui m'y ont fait repenser. Parce que tous ces petits coups de Trafalgar que les mecs et les meufs de la boîte ont subis, et subissent encore, ils sont légaux. Ce sont déjà le fruit d'accords de branche, de dérogations, de négociations dans lesquelles on ne peut jamais avoir le dessus. Et de la créativité sans borne dont font preuve les employeurs avec la loi à chaque fois qu'il s'agit de nous mettre quelques centimètres de plus. Il y a un mec dans cette boîte qui a enchaîné les CDD d'une semaine pendant pratiquement 2 ans. Il était comme toi et savait pas combien de fois c'était légal de reconduire. T'irais le voir pour lui expliquer que ce qu'il faudrait c'est être plus flexible. Parce que j'ai vu déjà ce que ça peut donner avec la législation actuelle, soi-disant trop rigide.
Je peux pas croire ce qu'on pourrait faire si c'était plus souple. Pour mes anciens collègues qui travaillent toujours là-bas, et à qui je pense à chaque fois que j'entends que les Français sont des feignants, qui coûtent trop cher, ou qui sont pas motivés. Pour eux, et pour tous ceux qui se lèvent à 5h du mat', ceux qui se tapent des journées interminables pour des clopinettes, parce que malgré tout, ils ont la passion, parce qu'ils ont des gosses à faire vivre, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. C'est toujours à eux qu'on demande de faire des efforts. Toujours eux qui font les concessions, toujours eux qui trouvent un peu plus de courage. Et toi, Myriam, ce que je voulais te dire, c'est que tu les protèges pas. Dire que tu les protèges avec ton projet de loi, c'est du cynisme. Sauf bien sûr si tu y crois vraiment, auquel cas c'est de l'imbécilité. Dans le doute, je préfère te rappeler que protéger, ça veut dire faire face à l'adversité pour autre chose que lui servir le thé. Merci de m'avoir écouté, Myriam. Et je voulais te dire que personne ne t'en voudra si tu décidais de revoir ta copie et d'en proposer une autre qui protège vraiment les salariés à la place. Vraiment, je crois que tout le monde trouverait ça cool. Sinon, à bientôt dans la rue.